Donc sur cet espace, on va parler maintenant de ski amélioré. Parce que on parle des Jeux Olympiques d'été, mais il y a aussi les Jeux Olympiques d'hiver. Il y a tout ce qui est sport d'hiver. En 2030 en plus. En 2030. Donc voilà, c'est un rendez-vous. C'est vrai qu'on était les seuls à concourir et ça y est, c'est acté presque. Donc quand on est les seuls, c'est vrai que voilà, la compétition, elle est assez simple, on va dire. Alors, tu t'es intéressé, Norbert, au sein tu vas nous raconter peut-être ton quotidien et puis le labo dans lequel tu travailles. À des capteurs en fait qui vont permettre vraiment de mesurer très précisément beaucoup de paramètres dans le ski avec plusieurs usages possibles, à la fois la performance de l'athlète, à la fois l'état du ski. Donc on va voir que c'est très complet cette recherche. Je te laisse présenter déjà un peu tout à fait. Donc, le cadre de cette déjà, recherche. le cadre, c'est dans le cadre d'une collaboration avec Rossignol. Voilà. D'accord, donc, ok. on n'était pas forcément au départ sur des aspects, on va dire, performance. Bon, bien que en fait, on est plus sur l'usage classique des skis, mais pour améliorer notre propre performance, mais pas au sens de la performance athlétique, on va dire. Et donc, on y reviendra un petit peu après, mais c'est Rossignol cherchait aussi à introduire de la technologie, et c'était un petit peu un moment où, il y a une dizaine d'années, on a parlé de tout ce qui est du quantified self, donc essayer d'évaluer sa propre performance dans le sport. On a nos montres Garmin et autres, enfin tous ces appareils connectés. Et Rossignol, à un moment donné, s'est aussi posé cette question de savoir, lui, dans son domaine, que ce soit le ski, les chaussures, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait faire et quels sont les usages de son matériel et derrière, quel type d'application et de bénéfices il pourrait en tirer d'aller sur des choses connectées, entre guillemets. Voilà. Tout à fait, parce que là, on parle de performance, non plus seulement pour les athlètes de haut niveau et sur les compétitions olympiques ou nationales. Là, on parle du grand public, comme tu évoquais les montres Garmin. Il y a beaucoup de coureurs, il y a beaucoup dans l'athlétisme de gens qui veulent mesurer leur performance. Et c'est vrai que pour le ski, pareil, il y a beaucoup de très bons skieurs à Grenoble ou dans les Alpes et tout, qui veulent se dire... savoir un peu mieux connaître leur performance, et c'est venu de là en fait. C'est venu de là, et puis c'est aussi venu d'un côté un petit peu plus ludique de l'activité ski, de voir un petit peu pour pouvoir jouer avec ses amis, se confronter aussi à soi-même et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus ludique sur les pistes aussi. Voilà. C'est vrai que c'est un sport assez... on sent les skieurs, ma femme skie très bien, moi je suis c'est deux planches pour moi les skis, mais voilà. Mais on sent qu'il y a quand même un challenge assez fort. Pour les gens qui skient bien, ils aiment bien ce côté un peu challengeant. La vitesse, il y a ça. Les virages, voilà. Les virages. C'est ce qu'on va voir un petit peu à travers cette présentation. Voilà. Eh bien, on y va. Alors, on commence par un petit film. Ça va donner tout de suite un petit peu On va se mettre dans l'ambiance. Voilà. On va voir un petit peu tout de suite le thème. Donc ça, c'est des tests qu'on avait fait sur la station de Champs-Rousse, typiquement. Donc pas très loin de notre labo. Donc voilà, donc là on voit le capteur qui est monté sur le ski que j'ai ici, là aussi. Si vous voulez, on va le montrer, je l'ai à la main. Je montrerai. Donc les fréquences de virage, la puissance, la vitesse, donc un petit peu tous les paramètres qu'on arrive à mesurer. Et effectivement, c'est un dispositif qui n'a pas besoin d'énergie, donc c'est le gros avantage parce que c'est quand même avoir encore ses skis à recharger, c'est un petit peu, ça risque d'être un petit peu pénible. Et donc voilà, après derrière, on arrive à obtenir un certain nombre de résultats sur sa façon de skier, mais on va y revenir dans la présentation. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été dévoilé et présenté au dernier championnat du monde de ski à Courchevel à l'hiver 2023. Magnifique. Et là, donc, c'était Rossignol qui avait enclenché un peu déjà cette recherche et cette demande. Et c'est eux qui sont venus, qui ont présenté le produit, ou c'est des champions? Comment ça s'est passé? On va le voir. On va le voir. Génial. Un petit peu plus loin. Voilà. Donc, effectivement, le contexte, j'en ai un petit peu parlé en introduction. Donc, c'est un petit peu ce que je disais. C'est le boom de l'IoT il y a une bonne dizaine d'années. Et puis, Rossignol, donc on a commencé à travailler avec eux sur cette thématique-là
en instrumentant les skis et les chaussures. Et puis, on est arrivé assez rapidement sur cette évaluation d'usage et puis avec le challenge d'avoir un dispositif qui soit autonome, hein, puisque, comme je le disais, pas de recharge des skis. Et donc quelque chose qui s'est aujourd'hui qui est en TRL, donc en maturité, une maturité assez proche de l'industrialisation, puisque on est aujourd'hui en phase d'industrialisation. Là, on est quand même sur un prototype, mais qui n'est pas encore complètement industriel. Alors qu'est-ce que les objectifs, donc là aussi on en a un petit peu parlé. Donc c'est d'abord apprendre, donc mieux connaître son ski, savoir comment on skie, qu'est-ce qu'on fait dans ces virages, est-ce qu'on appuie bien sur les skis, est-ce qu'on a des bonnes courbes. S'amuser, on l'a aussi un petit peu évoqué, donc soit entre amis, soit pour soi-même. La gestion du matériel, là on en reparlera aussi un petit peu, mais ça ouvre aussi d'autres possibilités dans ce qu'on appelle le pay-per-use ou l'économie de la fonctionnalité. Donc en fait c'est de dire, par exemple aujourd'hui on sait que l'enneigement dans les stations de moyenne altitude c'est devenu relativement compliqué. Donc les loueurs de ski, ils vont aller commander des skis, mais ils ne savent pas s'ils vont rentabiliser ce parc de ski. Et donc là, l'idée, c'est le compteur kilométrique. Donc en fait, on va avoir, avec cet objet, on va savoir ce qui s'est passé sur le ski. Donc derrière, on peut aller déclencher une facturation à l'usage du ski. Donc ça, c'est intéressant pour les loueurs, avec dans ces périodes d'incertitude d'enneigement où ils ne savent pas forcément comment la saison va se passer. Donc ça, c'est un petit peu des nouveaux concepts aussi que permet la techno. Et puis enfin, il y a les aspects conseils, effectivement, puisque donc on va, par rapport à ce niveau de ski, on va pouvoir dire, écoutez, là, il faut aller plutôt sur ce secteur, ou alors vous commencez à être fatigué, peut-être une pause serait la bienvenue. Si on rentre un petit peu dans la techno, donc effectivement, ce module, il est quand même principalement basé sur l'aspect récupération d'énergie et on va dire une électronique très basse consommation, parce que quand on n'a pas beaucoup d'énergie, la première chose, c'est d'éviter de la dissiper dans une électronique qui va consommer. Et puis, on va coupler ça avec le smartphone. Donc, on va dire sur une branche, on va avoir toute la partie, on va dire, sollicitation du ski, déformation, durée d'utilisation, est-ce qu'il est utilisé, pas utilisé. Et puis de l'autre côté, on va avoir toute la partie, on va dire, capteur smartphone. Et donc, en fusionnant l'ensemble de ces données, avec une IA, on va arriver à sortir des classes. Donc les classes sont des classes qui sont classiques, qui sont préconisées à l'ENSA, qui est l'École nationale du ski et de l'alpinisme, donc qui sont utilisées dans l'enseignement des moniteurs de ski. Et puis on va avoir cet aspect compteur kilométrique que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors si on rentre un peu plus dans la techno, je ne sais pas si c'est bien, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est une architecture qui est quand même très simple, avec la connectivité de type NFC et de type Bluetooth pour communiquer avec le smartphone. Mais c'est essentiellement basé sur donc un microcontrôleur bien sûr, mais sur quelques astuces autour de la charge et de la décharge d'une capacité, qui vont en fait nous permettre de commuter plus ou moins rapidement cette capacité. Donc plus elle a de la charge, plus la commutation se fait rapidement. Et donc on voit que typiquement là on a la classe du skieur, dans un skieur modéré, un skieur intense, un skieur modéré à nouveau. Et on voit que la fréquence des pics de charge de la capa, elle évolue en fonction de la catégorie du skieur. Donc voilà, c'est un petit peu l'architecture sur laquelle on est parti et qu'on a pu breveter donc sur différents sujets, donc puisqu'il y a 3 brevets qui ont été déposés sur ce dispositif. Et voilà, donc là si on regarde sur des vrais signaux, c'est vraiment une des qualités premières de l'objet, c'est d'être autonome. C'est super, oui, parce qu'on le met en début de saison et puis hop, ça tourne. On s'en préoccupe pas. Voilà. Ouais. C'était vraiment la demande de Rossignol, pas d'énergie sur ce dispositif. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais là on voit des vrais signaux et donc on voit la transmission des données qui est faite vers le smartphone, et puis derrière il y a tout un système de comptage ou une intégration qui va nous donner le compteur kilométrique quelque part, et puis des informations sur le vieillissement du ski.
Et là, c'est ce qu'on a fait au niveau algorithmique, hein, avec du machine learning. Donc, comme je le disais, il faut arriver à faire cette classification. Donc, on est parti sur, comme tout système d'IA, il faut de l'apprentissage. Donc, on a fait plus de 200 descentes avec 15 skieurs différents dans différentes catégories. Et puis, on a pris une batterie de moniteurs de ski aussi qui ont fait, eux, leurs propres annotations. Et puis on a regardé un petit peu donc entre nos algorithmes et puis les avis des moniteurs de ski. Et il se trouve qu'on a, ça c'est ce qu'on appelle la matrice de confusion en fait, hein, qui est d'un côté ce que les moniteurs de ski ont dit et ce que nous avons prédit avec notre algorithme. Et on s'aperçoit qu'on est dans un taux de reconnaissance qui est entre 92 et 100%. Donc voilà, sur le niveau 4, on est plutôt bon. On est un peu moins bon sur les débutants parce que il peut y avoir des appuis qui sont du type chasse-neige ou qu'on arrive à confondre avec d'autres. Et puis il y a des fois par hasard, le gars il va être bien placé par hasard alors que le champion il est très régulier. Quoi. Donc ça, mais en tout cas, c'est tout à fait satisfaisant par rapport à ce que l'on souhaitait faire. Alors ça, c'est les expérimentations que j'ai évoquées. Donc bien sûr, il y a toute avec l'aide de Lumiplan et puis qu'il y avait déjà une appli Mountain Lab. Donc là, on est venu se greffer sur une couche spécifique Rossignol, donc dans le cadre des championnats du monde de ski. Et puis Rossignol souhaitait aussi, pour le challenge de l'événement, mettre un compteur, un espèce d'indicateur avec un chiffre. De façon à ce que pendant toute la durée des championnats du monde, en fait, il y a un gros challenge avec celui qui arrive à sortir la plus grosse perf. D'accord, voilà. Et qui va être l'assemblage de la puissance, l'engagement et le rythme. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Donc ça a été une belle réussite, hein, puisqu'il y avait 40 paires de skis en démo, il y a eu 5 jours de tests consécutifs, des familles complètes qui se sont amusées avec nos dispositifs. Et puis, donc on a senti que tout le monde voulait savoir quand est-ce qu'on pourrait avoir ce dispo et puis jouer avec, puisque aussi il y en a aussi qui ont senti des choses au niveau de leurs appuis par rapport à essayer de passer d'une classe 1 à une classe 2 ou d'une classe 2 vers une classe 3 en s'appliquant. Et donc c'est beaucoup de retours très positifs. Et puis très certainement pour du grand public ou pour quelqu'un qui skie déjà bien, mais il y a ce retour un peu conseil de dire tiens dans les données qui sont récupérées par le capteur, il y a la position, il y a les frottements, il y a des choses quand même assez techniques qui permettent de s'améliorer soi. Oui, par catégorie, que ce soit sur l'engagement, sur le rythme, sur la vitesse. Donc après, on moyen de progresser. On va travailler exactement, on va travailler des points comme ça qu'on sent. Alors ça ne remplace pas un moniteur de ski, hein, bien entendu, hein, mais ça donne quand même un tableau de bord et des indications. Alors on en arrive à... Donc effectivement cette techno, c'est une techno innovante qui est sans pile et sans batterie. On a fait de la classification qui fonctionne quand même très bien, hein, ce qu'on a vu avec des taux de reconnaissance qui sont très bons. Aujourd'hui, on est à une maturité autour de la TRL7. Effectivement, on a pu confirmer l'intérêt de cette techno. C'était aussi un peu un challenge parce que pendant un moment, le marketing de Rossignol était un petit peu, se demandait un peu quel serait l'intérêt de ça. Donc là, ils ont été quand même convaincus suite au championnat du monde. Et puis après, on va voir aussi là maintenant. Il y a aussi des perspectives sur une autre approche. Hein. Ça va être vraiment la conclusion. C'est au niveau de ce que ça peut aussi favoriser au niveau de l'économie circulaire, qui est quand même un enjeu et un sujet vraiment d'actualité. Donc ça, c'est la roue de la circularité qui va de la matière première aux déchets. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qui se fait bien, c'est la location. Hein. Effectivement, ça, c'est quand même 60% du marché de ski. Alors bien sûr on entretient ses skis, donc ça effectivement c'est fait. En revanche tout ce qui est on va dire réemploi des skis, ça se fait un peu à travers les bourses au ski, les ventes notamment plutôt au niveau des enfants. Par contre sur les skis un peu plus évolués, c'est quand même relativement plus rare parce qu'on a des doutes, hein. C'est un peu aussi comme on peut avoir c'est comme les casques de moto, c'est précieux. On se dit on connaît pas l'histoire du ski, donc on a plus de difficultés encore quand c'est pour les enfants, mais la remise à neuf, ça se fait quasiment pas, et le recyclage, c'est inférieur à 5%. On va chercher souvent l'acier d'écart. Donc
on se dit aussi que dans les années à venir, ça va être vraiment un enjeu. Et donc, à l'aide de ce dispositif, on va pouvoir aussi améliorer tous ces aspects-là, avec potentiellement des nouveaux services d'échange de ski, donc sur la partie, on va dire, utilisation, partage courant. La partie réparation, donc qui pourra être beaucoup plus optimale en fonction, là aussi par rapport à ce compteur kilométrique. Le réemploi du parc, donc c'est un petit peu aussi ce que j'évoquais, donc avec cette nouvelle fonctionnalité, donc en fonction de l'usage, on peut éventuellement payer en fonction de l'utilisation des skis. Et la remise à neuf qui aujourd'hui se fait quasiment pas parce que typiquement sur un ski, on peut avoir un ski avec une sérigraphie qui est tout abîmée. Par contre le noyau du ski est très bon. Le noyau du ski est très bon, on ne le sait pas, mais d'aspect, on a un ski qui paraît vraiment très abîmé. Donc ça, typiquement, c'est des choses, on pourrait partir sur une remise à neuf et réutiliser ces skis-là. Et puis sur ce petit point aussi qui est intéressant, c'est il y a beaucoup d'accidents quand même en ski oui, malheureusement, bien sûr. Sur de la vitesse avec des gens qui ne maîtrisent pas forcément. Et ce qui ressort dans ski metteur, en fait, pour avoir des bonnes perfs en ski metteur, c'est pas celui qui va le plus vite. C'est pas celui qui est le premier en bas de la piste qui va avoir le meilleur score. Donc là, on est vraiment la vitesse, ça a son importance, mais il y a aussi vraiment tout ce qui est autour du virage, la puissance qu'on va mettre dans les virages, la qualité des virages, le nombre de virages. Et donc ça, tous ces aspects-là rentrent en jeu. Et c'est pas uniquement la vitesse. Donc ça va aussi vers quelque chose de plus responsable qui va encourager un ski aussi qui sera potentiellement plus sécuritaire. J'imagine que oui, psychologiquement, c'est comme on roule différemment avec un casque en vélo. Si on roule tête nue, voilà, on a. Et si on met un casque, on roule pas pareil. Et là, je me dis, ça doit être un peu aussi, il y a un côté un peu psychologique. Voilà, on va essayer de s'appliquer aussi pour aller chercher, plutôt que de filer droit on va pour essayer d'être le premier en bas. Voilà. Donc là, on a d'autres critères avec une évaluation. Et voilà. Excellent. Alors, question, oui. Mais là, ce que tu avais l'air de sous-entendre, c'est que c'est le score qui va motiver éventuellement, finalement, indirectement, à ce que les gens skient plus raisonnable. Mais j'ai l'impression qu'avec les données que vous avez, vous pourriez même, avec de l'IA et autres, identifier des comportements à risque et là mettre une alerte en disant là, vous déconnez quoi. Non, parce que je pense qu'effectivement, si tu fais une combinaison de certains critères de ski, de virage très mal fait, de vitesse excessive, tu dois pouvoir dire là, vous êtes en dehors des clous. Au même titre que la fatigue aussi, qu'on avait pu éventuellement aller chercher. Est-ce qu'on pourrait envisager même à terme, avec d'autres industriels du style peut-être Mutuel ou autre, d'arriver presque à dire là, vous êtes en comportement dangereux techniquement. Oui, après, faut arriver à le vendre. Techniquement, oui. Après, c'est avoir un mouchard sur soi et dire, c'est comme sur la voiture, tiens, en contrôle, finalement, j'ai roulé à 140. Mais oui, techniquement, oui. Se faire flasher sur les pistes. Qui fait du ski ici? Toi, tu fais du ski. Il est super agréable, l'objet. Je trouve il est super agréable, il est très léger et très fin aussi par rapport à ce qu'on avait sur le visuel tout à l'heure sur le ski. Il est d'une finesse, c'est incroyable d'avoir autant de données comme ça. On sent que c'est super optimisé. On est proche de l'industrie, du produit industriel. Tout à fait. Et du coup, là, on évoque donc ces partenariats entre les Carnot. Quelques mots sur le labo, le lieu. Donc, on était près de Champs-Rousse. Le centre de recherche, il est où? Alors, c'est le CEA qui est basé à Grenoble. Voilà. Ok, le CEA de Grenoble. Ouais, tout à fait. Grenoble, oui, tout à fait. Grande ville de skieurs et il n'y a que des skieurs là-bas. Pas mal. Skieurs et amateurs de montagne, oui, c'est un peu le lieu, effectivement. Et on imagine donc... on est à côté et grand public. Et comment s'est passé donc concrètement, Rossignol un jour vient au CEA, c'est de la rencontre, c'est un peu la thématique là, qu'on a sur cet espace. Le cahier des charges, comment ça s'est développé dans le temps? On évoquait hier avec Diane, des fois ça prend un peu de temps.
La recherche, des fois, ça les refroidit un peu les marques. Ils se disent, bon, ça va mettre du temps. Ça a mis du temps. Effectivement, ça a mis du temps. Ça a mis 5-6 ans. Parce qu'on a... Mais effectivement, parce qu'aussi Rossignol, comme je le disais à un moment donné, au début, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire comme objet connecté dans nos domaines. Parce que nos produits ne sont pas du tout connectés. Donc on a beaucoup brainstormé, on a regardé des pistes. Au départ, il y avait aussi un autre sujet qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a vu sur des problématiques de glisse, donc là qui était plus sur des aspects matériaux. Mais moi, en ce qui concerne mon activité, plus autour de l'électronique et des objets connectés. Donc il y avait ces deux sujets, ont été abandonnés et on s'est quand même cherché pendant un moment, même de savoir si c'était la chaussure, si c'était le ski. Donc on a travaillé un petit peu là-dessus. Jusqu'à arriver sur ce dispositif-là et sur l'aspect justement autonomie et avoir ces 3 volets qui sont en fait effectivement l'aspect un petit peu ludique, gaming, l'aspect on va dire économie de la fonctionnalité, donc voilà le pay-per-use, et puis l'aspect économie circulaire, améliorer un petit peu Et puis ça parle pour le grand public, c'est évident qu'il y a un aspect quand même très intéressant. Voilà, sur les 3 niveaux, c'est intéressant, quoi. Pour les loueurs, pour le grand public, l'utilisateur, et puis pour tout ce qui est économie circulaire et optimisation. C'est peut-être à intégrer ça, en fait. Je me dis, on réfléchit à voix haute comme ça, mais dans le lien avec les clients, avec une marque, de se dire, tiens, dans la recherche, parce que vous avez quand même balayé un champ assez large au début. Ce que tu évoquais, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent en fait au départ. Ils cherchent avec vous, finalement. Tiens, on a envie d'un objet connecté, mais ça pourrait être quoi? Est-ce que c'est de la montre? Est-ce que c'est de la chaussure, du ski, etc. Donc toute cette première phase, finalement, c'est aussi... Et en fait, on a aussi des équipes qui sont là-dessus, plutôt pour le coup sur les sciences sociales et humaines, pour regarder un petit peu les besoins, organiser des séances de brainstorming, des séances de créativité sur la base d'un besoin qui est relativement large au départ, de dire je veux connecter mes skis ou mes chaussures ou je ne sais quoi dans ma gamme Rossignol. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc ça fait partie des offres que l'on a aussi. La valeur ajoutée du réseau de chercheurs, parce qu'il y a aussi la sociologie, il y a une vision très large. Les usages qui sont très importants quand on démarre. Quels sont les usages et vers quoi on veut aller? Tout à fait. Bon, très bien. Donc à découvrir ici sur place, et puis à Grenoble. Merci beaucoup, Norbert. Merci à vous. On peut applaudir aussi.